Bonjour et bienvenue dans le débrief de la semaine 7 d'Europe Hebdo, votre podcast de revue de presse européenne. Cette semaine, les questions économiques et environnementales sont très présentes, mais aussi de désinformation et de guerre en Ukraine. On passe sans plus attendre à la rubrique La vie de l'Union. Sociale, l'Union avance vers une carte unique du handicap. Jusqu'ici, les cartes de handicap étaient purement nationales et n'étaient pas automatiquement reconnues d'un pays à l'autre. La carte européenne du handicap sera donc harmonisée avec un modèle commun obligatoire, avec des dispositifs pour empêcher la falsification et la fraude. Par la même occasion, la carte européenne de stationnement sera harmonisée et rendue obligatoire dans les 27 pays de l'Union, alors que jusqu'ici, c'était juste sur base volontaire. Les deux cartes devront être délivrées dans les 90 jours suivant la demande, sauf si des examens médicaux plus poussés sont nécessaires. Reste que les 27 doivent entériner cette option avec le Parlement européen. La directive, une fois qu'elle entrera en vigueur, obligera les États à mettre des amendes et à adopter des mesures correctives en cas de violation. En cas de violation internationale, l'UE a voté pour le transfert des avoirs gelés russes pour la reconstruction en Ukraine. Je vous en parlais il y a quelques semaines. Les 27 ont adopté lundi 12 février le texte empêchant les dépositaires centraux de titres comme Euroclear d'utiliser les bénéfices nets des avoirs gelés russes. Ils devront conserver séparément ces bénéfices jusqu'à ce que les États membres mettent en place un mécanisme pour disposer de cet argent. Il est prévu que la Commission, ensuite, l'abonde au budget européen avant de le transférer à l'Ukraine. La règle ne s'appliquera que pour les futurs bénéfices et ne sera pas rétroactif, ni ne touchera les avoirs de la Banque centrale russe, qui dépassent 1 million d'euros d'actifs. Cette mesure pourrait apporter entre 15 et 17 milliards d'euros par an. Les 27 n'ont pas osé décider de la saisie de l'entièreté des avoirs gelés, de peur d'une réplique russe et d'une perte de confiance des marchés dans l'euro. La France, l'Allemagne et l'Italie ne souhaitaient pas saisir tous les actifs russes en Europe. Les autorités russes qualifient déjà cette mesure de vol et ils promettent que cela ne restera pas impuni. Consommation vers un durcissement des règles sur les substances chimiques dans les jouets. La commission parlementaire du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen a adopté le mardi 13 février sa position sur la proposition de texte de la Commission concernant les jouets dangereux vendus dans l'Union européenne. Le texte cible principalement les jouets vendus en ligne et les conditions de concurrence des jouets. La proposition de texte veut replacer les entreprises européennes en bonne place en révisant les règles de concurrence loyale. Le cahier des charges maintient l'interdiction de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et introduit de nouvelles interdictions pour les perturbateurs endocriniens. Le texte sera désormais débattu en plénière et devra être adopté ou non. Reste à voir aussi la position du Conseil. Économie. La Commission moins optimiste sur la croissance pour 2024. Bien que les chiffres soient positifs, il semble que ce soit trompeur. Même si la Commission européenne indique que le PIB de l'UE devrait augmenter de 1,3% et de 0,8% pour la zone euro, après avoir échappé de peu à la récession fin 2023, les signes ne sont pas bons. Une bonne partie de l'Union, surtout l'Europe centrale, les États baltes et la Scandinavie, on observe chez eux un recul de l'activité. L'Allemagne étant l'illustration parfaite puisque l'essentiel de ces industries tire tout un tas d'entreprises dans son sillage, mais affectée par les prix de l'énergie, elle n'a pu se résoudre qu'à revoir sa production à la baisse. La France s'en sort plutôt bien grâce au bouclier tarifaire qui a amorti le choc, et même si l'inflation se fait ressentir aujourd'hui, elle est bien inférieure à certains autres pays qui ont connu une inflation à 20%. Son marché de l'emploi a résisté au choc, et si l'embellie économique se précise, l'emploi repartira à la hausse. La Commission prévoit une croissance à 1,7% pour 2025 et une inflation à 2,7% dans l'UE. Seulement, la Commission pointe du doigt le recul du pouvoir d'achat des Européens, le recul de la demande de partenaires tels que la Chine ou les États-Unis, ou encore les taux de crédit qui restent prohibitifs.
La baisse de l'inflation et des taux devrait intervenir cet été si tout va bien, mais le contexte géopolitique mondial rend les prévisions incertaines, notamment la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien et une de ses conséquences, les attaques contre les navires en mer Rouge, qui obligent les flottes à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance et rallongent le temps de livraison de 10 à 15 jours et augmentent les coûts de transport de 400%. Pour l'instant, cela n'affecte pas la chaîne logistique, mais il ne faudrait pas que la situation persiste. Les élections aux États-Unis pourraient aussi avoir des conséquences sur l'économie européenne, avec la potentielle élection de Donald Trump, qui pourrait faire perdre des opportunités aux entreprises européennes. Environnement. Le Parlement européen veut réduire les déchets alimentaires et textiles. La Commission parlementaire de l'environnement du Parlement européen a voté mercredi 14 février en faveur de nouveaux objectifs de réduction des déchets alimentaires et d'une obligation pour l'industrie du textile de payer pour les déchets qu'elle génère. Ce texte vient réformer la directive cadre sur les déchets dans l'Union européenne, proposée par la Commission européenne en juillet dernier. Les déchets alimentaires représentent 60 millions de tonnes et les déchets textiles 12,6 millions de tonnes par an. Le Parlement va plus loin que la Commission en relevant l'objectif de réduction de 10 à 20% pour la transformation et la production de denrées alimentaires et de 30 à 40% pour le commerce de détail, la restauration et les déchets ménagers. Ces objectifs devront être atteints pour 2030. Pour les entreprises du secteur textile, elles devront financer la collecte, le tri et le recyclage de leurs produits, avec pour objectif de pouvoir commencer la collecte à partir du 1er janvier 2025. Les parlementaires veulent aussi responsabiliser les élus locaux dans la collecte en leur donnant plus d'outils pour améliorer le tri. Le débat en plénière devrait intervenir en mars et le Conseil doit encore adopter sa position. L'adoption du texte ne serait donc pas pour avant la fin de l'année 2024, avec la pause imposée par la campagne des européennes, fin avril, jusqu'aux élections du 9 juin. Commerce. Les panneaux solaires chinois bientôt interdits dans l'Union européenne? C'est un texte dont on parle depuis des années, notamment depuis que la situation des Ouïghours dans le Xinjiang a été portée à la connaissance du monde entier. L'Union européenne souhaite bannir les produits issus du travail forcé et les panneaux solaires chinois, les plus compétitifs au monde, seraient directement visés. La Chine détient 80% du marché grâce à des coûts bien inférieurs, surtout de main-d'œuvre, et c'est donc logique que l'Union européenne, dans son ambition à développer le renouvelable dans sa politique de lutte contre le dérèglement climatique, soit un de ses premiers clients. Mais de grandes entreprises européennes comme le groupe chimique BASF ou encore Volkswagen renoncent à leur implantation en Chine en ayant découvert que leur activité était liée à ce travail forcé. Les institutions européennes vont se réunir bientôt en trilogue afin de parvenir à un compromis et de déboucher sur l'adoption d'un texte rapidement. Mais le texte ne prendra effet qu'à partir de début 2026. Cependant, ça ne devrait pas replacer les producteurs européens sur le marché, la production restant très chère en Europe. L'Agence internationale de l'énergie indique qu'un panneau solaire européen resterait 140% plus cher qu'un panneau chinois en 2028. La stratégie pour rendre plus compétitif le secteur du solaire européen reviendra à la prochaine commission. Passons désormais au club des 27. Finlande. Alexander Stubb, nouveau président du pays. Dimanche 11 février avait lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle finlandaise et opposait l'ancien Premier ministre conservateur Alexander Stubb et l'ancien ministre des Affaires étrangères écologiste Pekka Haavisto. C'est donc le premier qui a raflé la mise avec 51,7% des voix et succède à Sauli Niinisto, président lui aussi conservateur, architecte de l'adhésion à l'OTAN et qui part avec une cote de popularité au sommet. Pekka Haavisto échoue lui pour la troisième fois à décrocher la présidence du pays. Alexander Stubb profite du soutien de la coalition menée par son parti. Dans le contexte d'intimidation russe qui tente de déstabiliser la Finlande en amenant des migrants à la frontière, Alexander Stubb refuse tout dialogue
avec Vladimir Poutine tant que la guerre en Ukraine se poursuivra. Le président finlandais a comme principale compétence de s'occuper des affaires étrangères en concertation avec le gouvernement. Il devra donc définir la participation de son pays à l'OTAN. Il s'est dit favorable au déploiement de forces alliées sur son sol, ainsi que pour le transit d'armes nucléaires en Finlande, considérant que la dissuasion nucléaire restait la meilleure garantie de paix. Alumnus du Collège d'Europe, il a commencé sa carrière comme conseiller du président de la commission Romano Prodi en 2001, a été élu eurodéputé en 2004, puis est devenu par la suite ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires européennes et du commerce extérieur, ministre des Finances et brièvement Premier ministre entre juin 2014 et mai 2015. Il n'aura donc aucun mal à naviguer dans les sommets européens. Italie et Belgique, les manifestations des agriculteurs continuent. Comme je vous le disais la semaine dernière, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a promis de revenir à l'exemption d'impôts pour les petits exploitants. Le mardi 13 février, le gouvernement a rétabli cette exemption pour les agriculteurs qui déclarent moins de 15 000 € par an. Pas suffisant pour les syndicats qui se battent toujours et le mercredi 14 février, les manifestants défilaient au Circo Massimo à Rome. Ils veulent des garanties sur les normes des produits importés et une meilleure rémunération. Ils défilent aussi contre le pacte vert européen. En Belgique, c'est la Flandre qui continue de se mobiliser. Les agriculteurs ont rencontré la grande distribution pour réclamer un prix plus juste pour les agriculteurs. Ils avaient bloqué les centres logistiques des distributeurs pour les mettre sous pression. Une action qui a permis l'augmentation du prix de la viande payée aux éleveurs. Le 13 février, les agriculteurs ont bloqué le port d'Anvers-Bruges, le plus grand port commercial de Belgique. Normes, rémunération et surabondance de règles sont encore les principaux griefs qu'ont les agriculteurs envers les pouvoirs politiques. Jan Jambon, le ministre-président de la région flamande, équivalent du Premier ministre régional, membre de la nouvelle alliance flamande, la N-VA, le parti de droite nationaliste partisan du confédéralisme, tente d'éviter la récupération du mouvement agricole par les ultranationalistes du Vlaams Belang, qui caracolent en tête des sondages des élections du 9 juin. Il est bon de rappeler que le 9 juin auront lieu des élections législatives, régionales, communautaires, en plus des européennes. Belgique encore. Le pays face à un mur budgétaire. Actuellement détentrice de la présidence du Conseil de l'UE, la Belgique vient certainement de conclure une réforme qui risque fort de l'affecter dans les années à venir. Le pacte de stabilité et de croissance, adopté lors du traité de Maastricht, qui oblige les États à contenir la dette publique en dessous de 60% du PIB et du déficit public à 3% du PIB, a été remanié pour les années à venir. L'endettement de la Belgique est de 105%, et les prévisions pour 2025 ne sont pas franchement rassurantes, avec 107%. La dite réforme va certainement obliger la Belgique à adopter une cure d'austérité et faire des économies massives. La Belgique doit faire 37 milliards d'économies d'ici à 2031, et ce, tout en investissant dans des secteurs stratégiques, comme pour l'OTAN, où la Belgique fait partie des plus mauvais payeurs, avec 1,1% du PIB dans les dépenses de défense au lieu des 2% requis. La Commission européenne, le Fonds monétaire international, la Banque de Belgique, le Conseil central de l'économie ou encore le Bureau fédéral du plan sont unanimes. Ils ont constaté l'incapacité du gouvernement fédéral à contenir le déficit public qui s'élève en 2023 à 4,9% du PIB, ce qui fait de la Belgique l'avant-dernier pays de l'Union en la matière, devant la Slovaquie. Le pays devrait prendre des mesures à très court terme, mais les différentes élections qui interviennent en juin rendent suicidaire la prise de décision impopulaire de la part des partis de gouvernement, qui devraient déjà essayer de trouver 3,9 milliards d'euros pour l'exercice 2024. Un pays qui est en plus tiré par des forces centrifuges, entre le Vlaams Belang, parti d'extrême droite allié du Rassemblement national dans le groupe Identité et démocratie au Parlement européen, et le Parti des travailleurs belges, à Bruxelles et en Wallonie,
parti de gauche radical, allié de la France insoumise, dans le groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen. Le pire, c'est que la campagne a commencé et c'est la foire aux promesses en tout genre, avec au PS l'augmentation du SMIC à 2800 euros et pour le mouvement réformateur, le parti de droite francophone promet de réduire les impôts. Sans oublier que les dernières formations du gouvernement ont été un long chemin de croix et au vu des sondages, les traditionnels partis de gouvernement auront beaucoup de difficultés à former un gouvernement sans les partis nationalistes et ultranationalistes flamands et la gauche radicale francophone. Plusieurs raisons de croire que la Belgique vivra l'une des plus grandes crises politiques de son histoire dans les mois à venir. Estonie, le pays toujours prêt à faire face à une agression russe. Depuis l'indépendance en 1991, la Ligue de défense estonienne, créée en 1918, a été rétablie après son interdiction en 1940 suite à l'occupation soviétique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est 4000 volontaires qui se sont engagés. La Ligue compte désormais 30 000 volontaires pour 1,3 million d'habitants. 10 000 font partie de la défense territoriale, dont la mission principale est de répondre à une éventuelle agression, ce qui en dit long sur le sentiment de menace du voisin russe. Et ce sentiment remonte au plus haut niveau de l'État. La première ministre libérale Kaja Kallas a averti ses partenaires de l'OTAN qu'il fallait se préparer à une offensive russe dans les 3 à 5 ans. Si les forces russes qui étaient stationnées habituellement à la frontière ont été certainement mobilisées sur le front ukrainien, ce qui rend la menace peu probable pour le moment, le général Veikko Vello-Palm indique que la Russie n'en reste pas moins une menace existentielle pour son pays. Depuis son entrée dans l'OTAN, l'Estonie, comme ses voisins baltes, tient l'objectif des 2% du PIB dédié à la défense, la faute au retrait de l'armée rouge qui a largement grevé les moyens militaires des ex-États satellites de l'URSS. En 2023, les députés ont décidé de passer à 3% du PIB et cela devrait atteindre 3,4% du PIB en 2024. Le ministre de la Défense, Hanno Pevkur, indique que le pays doit augmenter sa capacité en matière de munitions, de défense aérienne et d'armes de longue portée. L'Estonie a 44 000 hommes mobilisables, dont 4 000 militaires de métier, le reste étant des réservistes ayant fait leur service militaire et s'entraînant régulièrement avec les forces de l'OTAN. L'Estonie s'est aussi renforcée sur le versant cybersécurité, où elle est constamment confrontée à des attaques russes. L'Estonie va se doter de clôtures barbelées de 2,50 m, comme ses voisins baltes et polonais pour éviter l'afflux de migrants manipulés par Moscou, mais aussi de 600 bunkers le long de la frontière pour parer à toutes les incursions armées. Suède. L'extrême droite veut retirer l'appartenance à l'UE de la Constitution. Dans une tribune publiée dans le journal Aftonbladet, les leaders des démocrates de Suède, parti d'extrême droite suédois, classé chez les conservateurs et réformistes européens, alliés de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, et le PIS polonais ou encore Reconquête, annoncent vouloir retirer l'appartenance de la Suède à l'Union européenne de la Constitution. Ils considèrent que le droit européen menace l'économie suédoise sur plusieurs points, notamment le salaire minimum et le modèle du marché du travail. Ils revendiquent aussi un verrou référendaire, c'est-à-dire un référendum sur chaque transfert de compétences à l'Union européenne ou de contributions supplémentaires au budget européen. Même s'ils ne font pas partie du gouvernement, ils sont la deuxième force au Parlement suédois et ont obtenu de la coalition gouvernementale que leur programme sur l'immigration soit intégré au contrat de gouvernement. Ils reprochent aussi à l'Union de compenser les émissions de l'industrie européenne en se reposant sur la préservation des forêts qui porterait préjudice à l'industrie forestière suédoise. À quelques mois du scrutin européen, c'est une manière de lancer la campagne et imposer ses thèmes aux autres partis. Cela pourrait bien mettre la coalition gouvernementale très mal à l'aise. Grèce, le mariage pour tous est adopté. C'est un jour historique pour la Grèce. C'est le premier pays orthodoxe à autoriser le mariage pour tous et il devient le 16e pays de l'Union à le faire entrer dans la loi le jeudi 15 février. Le texte proposé par le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis était soutenu par l'opposition,
notamment le PASOK, le Parti social-démocrate grec, et Syriza. L'opposition au texte venait du camp du Premier ministre et de son parti Nouvelle Démocratie, dont l'ancien Premier ministre Antonis Samaras, farouchement opposé au texte. La Grèce disposait déjà d'une union civile depuis 2015, l'équivalent du Pacs, mais cette union laissait de nombreux vides juridiques qui rendaient l'union peu protectrice pour les partenaires ou même les enfants. Seul le parent biologique disposait de droits sur l'enfant. En cas de décès du parent biologique, l'enfant était retiré aux parents survivants. Les enfants de deux pères ne pouvaient pas obtenir de papier d'identité puisqu'il fallait le nom d'une mère. Les enfants ne pouvaient pas non plus hériter de leurs parents non biologiques. Le mariage pour tous permet donc l'homoparentalité et par conséquent l'adoption. Reste que les associations LGBTQIA+, regrettent que la gestation pour autrui ne soit pas entrée dans la loi. Et sur ce point, le Premier ministre a déclaré qu'il ne voulait pas que la Grèce soit, je cite, le laboratoire de l'Europe. L'opposition d'extrême droite, emmenée par le parti pro-russe Niki, n'est parvenue à réunir que 4000 manifestants devant le Parlement. Autant, les pays européens augmentent leurs investissements. L'ombre du retour de Donald Trump et de l'avancée de Vladimir Poutine semble avoir des effets chez les États membres européens. Donald Trump a récemment déclaré que si les Européens ne respectaient pas le critère du minimum de 2% du PIB de dépenses en matière de défense, il laisserait la Russie faire ce qu'elle veut en Europe. Un discours pas si différent que celui qu'il tenait en 2017, à la différence qu'il se positionnait un peu plus contre Vladimir Poutine et continuait d'équiper et de former l'armée ukrainienne. Après la chute de l'URSS, beaucoup de pays européens ont considéré qu'il n'y avait plus de menace directe et ont désinvesti dans leur défense, considérant que le commerce serait plus avantageux pour la Russie que la guerre. La guerre en Ukraine a rebattu les cartes. La France a adopté un plan de financement pluriannuel de ses capacités militaires avec pour objectif une montée en puissance. L'Allemagne, dès l'entrée en fonction d'Olaf Scholz, a décidé d'un grand plan d'investissement de modernisation de son armée de 100 milliards d'euros sur plusieurs années aussi. Aujourd'hui, 18 des 31 pays de l'Alliance respectent leurs engagements des 2%. En 2022, il y en avait seulement 7. Les États européens comprennent que la menace n'a plus été aussi proche depuis des décennies et qu'il faut des capacités pour dissuader son potentiel adversaire. Que ce soit Trump ou Biden à la Maison-Blanche fin 2024, les États membres européens de l'OTAN comprennent que l'investissement militaire est nécessaire et que l'OTAN est la seule à pouvoir garantir leur sécurité. Se pose la question du secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, qui termine son mandat. Il se dit que le ministre-président néerlandais Mark Rutte, qui évacue toujours les affaires courantes tant qu'il n'a pas de successeur, pourrait lui succéder. Il bénéficie de très bonnes relations avec Donald Trump, ce qui serait un atout indéniable. L'entrée de la Finlande et celle de la Suède, qui dépend de Budapest, ajoutent deux nouveaux partenaires qui ont aussi des capacités militaires à offrir. L'OTAN n'est plus forcément en état de mort cérébrale, mais il faut désormais regagner la confiance collective. Slovaquie. Le pays risque des sanctions pour ses réformes pénales. Je vous en parlais la semaine dernière, le gouvernement slovaque, sous l'impulsion du Premier ministre Robert Fico, a décidé d'employer la procédure accélérée pour supprimer le bureau du procureur spécial en charge des affaires de corruption. La commission pourrait bien infliger une amende ou carrément cesser de lui transférer des fonds européens pour non-respect du droit européen. La présidente Zuzana Čaputová a indiqué saisir directement la Cour constitutionnelle. Le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a exprimé son inquiétude concernant cette loi et a envoyé une lettre au gouvernement slovaque pour le mettre en garde concernant, je cite, des amendements proposés n'étant pas conformes à la directive relative à la lutte contre la fraude, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. Il évoque aussi la baisse de protection du système judiciaire et une dissuasion insuffisante du droit slovaque.
Cette réforme toucherait au cœur même de l'Union, puisque le bureau du procureur spécial est en première ligne dans les délits d'atteinte aux intérêts financiers de l'Union et l'efficacité du bureau du procureur européen, puisqu'il disposerait d'un expert en moins. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Russie, une plateforme de désinformation démasquée. L'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, a publié un rapport sur un réseau structuré et coordonné de sites Internet portant le nom de Portal Combat. Ces sites font tous partie de l'écosystème Pravda, nom de l'ancien organe de propagande soviétique, dont les noms de domaine sont Pravda-6, suivi de 2 lettres identifiant le pays, fr pour la France.com. Entre le 23 juin et le 19 septembre 2023, c'est plus de 150 articles, souvent des traductions des agences de presse russes TASS ou RIA Novosti, ou encore de la chaîne de télévision Russia Today, dont le ton ne fait aucun doute sur la provenance. La ligne éditoriale est clairement de justifier la guerre en Ukraine, par exemple en qualifiant des humanitaires étrangers de mercenaires, ou en faisant des déclarations de Florian Philippot la position de la France. Ces sites seraient produits et alimentés par le GRU, le renseignement militaire russe, et agiraient comme des cellules dormantes. Malgré les efforts déployés, le trafic de ces sites reste relativement marginal, avec 31 000 visites par mois en moyenne, le portail français étant le moins fréquenté. Mais l'objectif est de saturer l'espace numérique de fausses informations afin d'épuiser les fact-checkers occidentaux. Russie encore, des personnalités européennes sous avis de recherche. C'est une réponse à la décommunisation des anciens satellites soviétiques et notamment le retrait des statuts à la gloire des héros soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Kaja Kallas, la première ministre estonienne, a fait l'objet d'un avis de recherche de la part de la police russe, ce qui est une première pour un chef d'État ou de gouvernement étranger. Le média russe exilé Mediazona a dévoilé une liste de 96 752 personnalités, dont 700 étrangers non ressortissants de la communauté des États indépendants. On y retrouve des ministres lituaniens et estoniens, les 2/3 du Parlement letton, des maires ou des conseillers municipaux polonais ou ukrainiens. Ils apparaissent tous au moment du démantèlement des statuts soviétiques et de la création en Russie d'un département de la dénazification fin 2022. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, dénonce une insulte à l'histoire russe. Sans surprise, ce sont les Ukrainiens qui représentent le plus gros contingent, avec 176 personnes, principalement des militaires engagés dans le Donbass depuis 2014, comme l'ancien chef d'état-major des armées, Valéry Zaloujny. 396 étrangers sont recherchés en tant que membres de la Légion internationale ukrainienne, mais tous les noms semblent venir de sources ouvertes peu fiables. Andy Stone, le porte-parole de Facebook, est accusé de soutien au terrorisme, ou le juge à la Cour pénale internationale, le Polonais Piotr Hofmanski, qui a délivré un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine concernant la déportation des enfants ukrainiens, sont eux aussi sous avis de recherche. Royaume-Uni, le pays est en récession. L'année 2023 est l'année d'une économie en berne au Royaume-Uni. Moins 0,3% au 4e trimestre. Moins 0,1 sur les 3 mois précédents. Le Royaume-Uni est officiellement en récession. Comme dans le reste de l'Europe, l'inflation est causée par les conséquences économiques du Covid et de la guerre en Ukraine. L'île est aussi très dépendante des hydrocarbures, et notamment du gaz, suite à la découverte de gisements dans les années 70 en mer du Nord. L'augmentation mondiale des prix a été une claque pour les Britanniques. La Banque nationale d'Angleterre n'a eu d'autre choix que de remonter les taux d'intérêt, ce qui a pu avoir des effets désastreux chez les emprunteurs, qui renégocient leurs prêts tous les 2 à 5 ans. La banque Goldman Sachs estime que le PIB a diminué de 5% depuis le référendum sur le Brexit en 2016. D'autres économistes estiment que la contraction du PIB serait plutôt de 2 à 3%, et cela se traduit par un recul du PIB par tête depuis 2 ans.
des chiffres qui devraient compter dans les élections législatives de l'automne. Au Royaume-Uni encore, l'extrême droite refait de surface. Tiens, parlons-en des législatives de l'automne. Jeudi 15 février avaient lieu deux élections anticipées à Wellingborough et Kingswood, gagnées par le Parti travailliste, le Labour Party. Mais ce n'est pas le signe qu'il faut retenir, plutôt que ce sont historiquement des circonscriptions détenues par les Tories, des conservateurs, et que dans les deux élections, le troisième parti, Reform UK, fait une percée incroyable. Il est bon de rappeler que le Royaume-Uni, lors des législatives, utilise la méthode d'élection de First Past the Post. Les élections législatives au Royaume-Uni se jouent en un seul tour, et c'est la personnalité qui remporte le plus de voix qui gagne, sans nécessairement atteindre les 50%. Le parti Reform UK, héritier du UKIP, le parti fondé par Nigel Farage, a obtenu 10 et 13% dans les deux circonscriptions, permis par des transfuges conservateurs qui considèrent que leur parti n'en fait pas assez sur l'immigration notamment. Le parti, aujourd'hui dirigé par Richard Tice, homme d'affaires et ami fidèle de Nigel Farage, se dit prêt à lui rendre la présidence du parti quand il le souhaitera. Nigel Farage est toujours président d'honneur du parti, mais c'est son activité actuelle qui donne une idée des ambitions de l'ancien député européen eurosceptique. Il officie en tant que journaliste sur la chaîne GB News, une Great Britain News, un Fox News ou CNews britannique, qui lui permet encore de naviguer dans la politique sans s'y impliquer en première ligne. Il a été vu dans un des banquets des Tories dansant avec Priti Patel, l'ancienne ministre de l'Intérieur conservatrice. Il œuvrerait en sous-marin pour obtenir des sièges à la Chambre des communes via un accord avec les Tories. Le parti Reform UK est crédité de 5 à 9% des intentions de vote, ce qui pourrait coûter cher au parti de Rishi Sunak. Et comment ne pas terminer cette semaine sans rendre hommage à Alexei Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine, décédé vendredi 16 février à 47 ans dans la colonie pénitentiaire de Yamalo-Nenetsy, en Sibérie, considérée comme l'une des pires colonies pénitentiaires en Russie. Les anciens détenus parlent d'actes de torture, de manque de sommeil, de manque de nourriture, dans un climat glacial. Alexei Navalny a un temps fait partie du parti libéral Yabloko, dont il est renvoyé pour des propos trop outranciers et nationalistes. Il a commencé à alimenter un blog anticorruption en 2008. Et son implication grandissante dans la politique lui vaut de nombreuses condamnations purement politiques. Il est emprisonné lors de la campagne des législatives russes en 2011 pour avoir qualifié le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, de parti de voleurs et d'escrocs, et d'avoir manifesté contre le parti majoritaire. Il crée cette année-là la Fondation Anticorruption. Il fait partie de ceux qui appellent les Russes à manifester massivement contre la probable réélection de Vladimir Poutine en 2012, après 4 ans en tant que Premier ministre. C'est par la suite qu'il subira tout un tas de procédures bâillons. En juillet 2013, il est condamné à 5 ans de camp de travail avec sursis pour détournement de fonds. 2 mois plus tard, il est autorisé à concourir à la mairie de Moscou où il est battu par le candidat de Poutine. Il dénonce alors des fraudes électorales à l'aide de ses observateurs. En 2014, son sursis est révoqué pour avoir quitté la capitale et il est assigné à résidence. En 2016, il annonce sa candidature pour la présidentielle de 2018. Une candidature qu'il ne peut même pas honorer car il est condamné encore une fois pour une affaire de détournement de fonds montée de toutes pièces. Il est à nouveau arrêté lors d'une manifestation en 2018, quelques jours avant l'investiture de Vladimir Poutine pour son 4e mandat de président. En juillet 2020, il manifeste encore contre Vladimir Poutine qui a mené une réforme constitutionnelle qui supprime partiellement la limite de mandat du président russe, lui permettant de pouvoir rester au Kremlin jusqu'en 2036. Le mois suivant, son avion est dérouté après qu'il ait été empoisonné. Soigné en Allemagne, il retourne en Russie en 2021, considérant qu'il est impossible de combattre ce régime de l'extérieur. Ses soins seront un prétexte pour révoquer un sursis et l'envoyer en colonie pénitentiaire dès son retour au pays, en janvier 2021.
C'est à la fin de cette même année qu'il se voit décerner le prix Sakharov par le Parlement européen. Il est condamné à 3 ans et demi, puis sa condamnation est aggravée l'année suivante, avec 9 années supplémentaires pour escroquerie, outrage et fraude aux dons. En 2023, il est jugé pour extrémisme et écope de 19 années supplémentaires. C'est en 2023 qu'il est envoyé dans la colonie pénitentiaire de Kharp, dans l'Arctique russe. On ne connaîtra probablement jamais la cause de sa mort, mais il est certain que c'est un assassinat politique. Son corps n'est pas rendu à la famille comme pour masquer l'assassinat. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce 7e opus d'Europe Hebdo. Rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer de la 8e semaine de 2024. À bientôt sur Europe Hebdo.